Salut les Européens, bienvenue dans Vox Pop. Cette semaine, nous sommes à Paris et nous allons vous parler de la cigarette électronique, la vapoteuse. 43 millions d'Européens l'ont adoptée, soit pour fumer moins, soit pour arrêter de fumer, soit tout simplement par plaisir. Mais voilà, les grandes compagnies pharmaceutiques, et plus encore celles du tabac, s'inquiètent et intriguent, car ce gros marché leur échappe. Vox Pop a enquêté en France sur ce conflit économique qui vaut des milliards. Ils ont perdu 2/3 des ventes des substituts nicotiniques avec l'arrivée de la cigarette électronique. Oui, donc il y a un problème pour eux. Alors la santé est-elle sous l'influence des lobbies? Nous avons posé la question à Claude Évin, ancien ministre français de la Santé. Et autant je considère que ça peut être un substitut pour éviter de fumer, autant on ne peut pas considérer que ce type de produit soit comparable à un médicament. Comment l'industrie du tabac a mis le paquet sur la e-cigarette et une rencontre avec Claude Évin, ancien ministre français de la Santé. Coup de tabac sur la cigarette électronique, c'est l'enquête de Vox Pop. Alors, la cigarette électronique est-elle dangereuse? Comment le marché s'organise aussi? Plein de gens se posent des questions. J'ai rendez-vous au Haut Conseil de la Santé publique qui travaille pour la ministre de la Santé et pour inventer les nouvelles lois. Dès notre arrivée, le directeur est venu nous prévenir. Faut regarder mais pas écouter. Interdit de filmer cette réunion qui rassemble des médecins, des représentants des consommateurs et des défenseurs de la cigarette électronique, la e-cigarette. Après ces consultations, un rapport confidentiel sera remis à la ministre française de la Santé. La vraie question de l'e-cigarette, c'est que ça fait beaucoup de bien à des fumeurs et ça a des risques mal mesurés qui nous font craindre que c'est pas très utile pour le non-fumeur. Pourquoi on ne sait pas Écoutez, si c'est dangereux ou pas, quoi, en fait? non, mais on sait que c'est moins dangereux que la cigarette. Hein, mais on ne peut pas savoir sur un produit nouveau comme ça si c'est dangereux ou pas. J'ai pas la solution, j'ai pas la réponse et vous l'aurez pas. Parce que le premier informé sera Madame Marisol Touraine et vous l'aurez après. Qui est la ministre française de la Santé, ouais. Donc je vous donnerai aucune information sur qu'on n'a pas fini nos travaux. Ah voilà, j'ai repéré le vapoteur. Je dois attendre la fin de la réunion. Ça y est, c'est à moi de jouer. Bonjour, vous êtes de la société civile? Chez l'Institut national de consommation, 60 millions de consommateurs. D'accord, ok. Responsable du service technique. Et alors vous dites que c'est dangereux, qu'il y a beaucoup que c'est cancérigène, le produit. Nous disons que certains produits, il n'y a pas une cigarette électronique, il y a des cigarettes électroniques, d'accord? Il y a une très grande différence dans les qualités des produits aujourd'hui sur le marché, donc il faut des normes et de notre point de vue, il faut un statut réglementaire qui s'accompagne de contrôle a priori des produits qui sont mis sur le marché pour garantir la protection des consommateurs. Et à partir de là, nous minimiserons les risques et nous serons partants pour... L'ennemi numéro 1, monsieur, c'est le tabac. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Qu'est-ce qui vapote ici, là? C'est quoi tous ces dossiers-là? C'est de la littérature scientifique. Qu'est-ce qui reste comme problème encore pour vous face à une autorité comme celle-là qui s'occupe de la santé, qui conseille les ministres, les députés pour faire les lois? Nous, notre combat et notre leitmotiv a toujours été ni médicaments ni produits du tabac. C'est un produit de consommation qui permet de s'affranchir pour certaines personnes du tabac, mais il faut que ça reste un produit de consommation avec des réglementations pour la santé des consommateurs, mais pas des réglementations ultra contraignantes comme l'aurait l'industrie pharma ou l'industrie du tabac. Vous voulez arrêter ça ou pas? Parce que c'est une nouvelle dépendance, ça. Oui, mais la dépendance est liée au plaisir et on ne va pas s'interdire les plaisirs de la vie. Et il y a de la nicotine ou plus? Il y a de la nicotine selon l'envie, mais la nicotine seule ne tue pas. Et la nicotine seule procure du plaisir qui du coup procure de la dépendance. Donc on ne se prive pas de gâteau au chocolat quand on aime le chocolat. Merci messieurs. Vous allez fumer dehors, non? On va toujours Alors les fumeurs, ça va les fumeurs? Ouais. Oh, ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Si, ils ont peur. Oui, la cigarette, ça fait peur. Et la cigarette électronique, ça pose question. D'ailleurs, on va voir ça, la différence en Europe, avec nos correspondants. La Pologne compterait 1,2 million de vapoteurs pour un chiffre d'affaires de 330 millions d'euros. Si 90% des e-cigarettes sont importées de Chine, la Pologne produit également ses propres cigarettes électroniques et emploie 10 000 salariés.
Un atout qui a séduit un géant du tabac. Fin 2015, BAT s'est porté acquéreur du leader de la cigarette électronique polonaise, le groupe Chic, qui dispose d'un réseau de 800 détaillants localement, de sa propre usine de e-liquide, de marques dédiées et d'un site internet qui exporte de la France jusqu'à la Russie. Mais ce paradis pour les e-fumeurs pourrait s'arrêter bientôt. Le gouvernement envisage d'interdire les cigarettes électroniques dans les espaces publics, les ventes sur Internet et aux personnes trop jeunes d'ici mai 2016. Une grande marque de e-cigarettes a fait du bruit. Total e-Wicked, l'une des plus importantes d'Angleterre, a attaqué la directive européenne du tabac. Le résultat de son action devant la Cour européenne de justice est attendu ici avec impatience. Le pays compte 2,6 millions de vapoteurs habituels. La plupart d'entre eux sont d'anciens fumeurs et d'autres qui fument encore. Ce marché, en croissance constante, a atteint 459 millions de livres sterling en 2015. Dans son rapport du 19 août 2015, le service de santé national a conclu que la cigarette électronique était 95% moins nocive que les cigarettes traditionnelles. Même David Cameron, ancien fumeur et actuel Premier ministre, a reconnu que la e-cigarette l'avait aidé à arrêter de fumer. Désormais, un programme de la Sécurité sociale va encourager les médecins à prescrire la cigarette électronique aux fumeurs pour les aider à arrêter eux aussi. Mais qui veut la peau de la cigarette électronique? Élise Bronsard a enquêté en France. Une boutique en banlieue parisienne. Il y en a 1500 en France spécialisées dans la vape, la cigarette électronique. On en trouve de toutes les tailles, de toutes les formes, des liquides pour vapoter avec ou sans nicotine et surtout un univers de saveurs infini. Le plus fou que j'ai rencontré, c'est la gaufre au poulet. Voilà, il y a la pizza aussi qui existe. Si la cigarette électronique est un plaisir, elle est avant tout un outil de sevrage tabagique. J'ai essayé le patch, l'hypnose, je sais pas quoi, ça n'a jamais marché. Et dès que j'ai commencé la cigarette électronique, je n'ai plus jamais retouché une cigarette. Comme Dominique, en France, 400 000 personnes ont définitivement lâché le tabac pour adopter la e-cigarette. Et 1,5 million de Français l'utilisent régulièrement. Mais depuis quelques mois, les vapoteurs et les commerçants de ce secteur sont inquiets. Une directive européenne pourrait bientôt les empêcher de vapoter tranquillement. La vape existe depuis combien d'années? Le début 8 ou 10 ans. Voilà, on va dire 8 ou 10 ans. Et on a l'impression qu'on vient nous agresser comme on l'a jamais fait contre la cigarette. Et c'est ça qu'on comprend pas. Cette directive sera appliquée en France à partir de mai prochain. Elle prévoit l'interdiction de la publicité, la limitation de la contenance des réservoirs et des flacons de liquide, mais impose aussi des normes très contraignantes pour les fabricants. Alors, qui veut la peau de la e-cigarette? Depuis 3 ans, à Bruxelles, 2 puissances économiques ont rivalisé d'efforts pour étouffer ce nouveau concurrent, l'industrie pharmaceutique et celle du tabac. Nous avons rendez-vous dans un hôpital parisien avec un pneumologue qui connaît très bien le lobby pharmaceutique. Vous continuez à vapoter, vous achetez du moins dosé pour... Ce tabacologue, auparavant sceptique à l'égard de la e-cigarette, la recommande aujourd'hui à ses patients. Il y a des produits dedans, c'est pas tout à fait inoffensif, mais c'est des doses très faibles. Et alors par rapport à la cigarette, c'est tellement inférieur. Les Anglais sont pessimistes, ils disent que c'est 95 fois moins dangereux. Alors, de mon point de vue, c'est beaucoup plus que 95 fois, c'est 99, quelque chose fois moins dangereux que le tabac. Comme Bertrand Dotzenberg, ils sont des centaines de médecins en France à avoir adopté la e-cigarette et délaissé en partie le patch, fabriqué par les laboratoires pharmaceutiques. Ils ont perdu 2/3 des ventes des substituts nicotiniques avec l'arrivée de la cigarette électronique. Oui, donc il y a un problème pour eux. En 2013, alors que l'Europe s'apprête à réguler la e-cigarette, les laboratoires pharmaceutiques tentent de mettre la main dessus. Les labos, ils voulaient que ça soit éventuellement à eux, ils demandaient, etc. Il y avait un lobby de GSK en particulier, enfin des grands labos pharmaceutiques, qui voulaient que ce soit encadré, surveillé, etc. Nous nous sommes procurés des échanges de mails entre GSK, l'un des leaders du patch, et la Commission européenne. Leur objectif est clair. Vous devriez classifier la cigarette électronique comme un médicament. Et la pression fonctionne. Dans la première mouture de la directive, la Commission classe la e-cigarette dans les produits pharmaceutiques. Une absurdité selon Frédéric Ries, député belge libéral au Parlement européen.
La cigarette électronique était envoyée en case-prison, pour le dire comme ça. Elle était assimilée à un médicament, avec toutes les pénalités que cela signifie. Ça voulait dire dans plus de la moitié des États membres la vente uniquement en pharmacie. Ça voulait dire des phases de tests d'essai extrêmement compliquées. Enfin, ça voulait dire une restriction à tous les égards et des obstacles à l'accès de ceux qui, non d'une pipe, tentent juste d'essayer d'arrêter de fumer ou de fumer moins, parce que c'est ça. Grâce à un amendement, Frédéric Ries a pu sortir la e-cigarette du giron de l'industrie pharmaceutique. Mais un autre lobby sort alors de l'ombre. Les géants du tabac. Ils n'ont pas vu venir la cigarette électronique et leurs ventes sont en baisse. Les parlementaires européens, ils les connaissent bien. Philip Morris n'a pas hésité à les ficher, comme l'atteste ce document, longtemps confidentiel. À chaque député un code couleur. En vert, les députés favorables à leurs arguments. En jaune, les indécis. Et en rouge, les anti-tabac. Ils sont moins de 15%, dont Frédéric Ries. On a travaillé dans un environnement, je le disais, qui était pas favorable, qui était même hostile, avec certains députés de certains États membres qui restent quelque part assez à l'écoute de certains enjeux économiques et du secteur du tabac, pour ne pas le nommer. Le 3 avril 2014, l'industrie des cigarettes gagne la partie. Les députés européens adoptent une directive qui assimile la cigarette électronique à un produit connexe du tabac. Publicité interdite donc, des réservoirs limités, mais ce que redoutent le plus les fabricants indépendants de e-liquide, c'est la déclaration administrative de chaque produit. Fastidieuse, mais surtout coûteuse. Les producteurs de liquide comme Charlie Perrault n'ont pas pesé lourd dans les négociations. Il est inquiet. Si on regarde les liquides, il est question de faire payer un montant relativement exorbitant pour sa déclaration. Donc en mettant un droit de péage extrêmement cher, ça va éradiquer toute l'innovation et toutes les petites boutiques de la cigarette électronique. La directive a été écrite pour resserrer et qu'il n'y ait plus que quelques producteurs, surtout ceux qui ont de l'argent. Et si la directive européenne avait été taillée sur mesure pour les 4 grandes multinationales du tabac ? Depuis 2012, ces sociétés investissent massivement dans la conception de nouvelles e-cigarettes. Des modèles calibrés, conformes à la directive, avec des cartouches de liquide pré-remplis, des gammes de saveurs réduites et une force de frappe commerciale. Leur réseau de 25 000 buralistes en France. On visse. Voilà, donc là c'est l'arôme oriental. L'arôme oriental. Donc il n'y a pas de bouton pour l'allumer. Elle s'allume automatiquement par l'aspiration. Elle fait une petite lumière comme une cigarette. Presque un jeu d'enfant. Les cigarettiers seraient-ils en train de scier la branche sur laquelle ils sont confortablement assis? Pour le professeur Dotzenberg, leur calcul serait en fait bien plus pernicieux. Toutes les cigarettes électroniques faites par l'industrie du tabac ressemblent à des cigarettes, ne sont vendues que chez les buralistes. Il y a le petit bout rouge qui s'allume. Et dans l'idéal, on est obligé de prendre 15 bouffées d'un coup et de s'arrêter après pour reproduire finalement les courbes de nicotine qu'on a avec le tabac. Et elles sont faites pour être mises dans le paquet de cigarettes, en gros pour utiliser là où on ne peut pas fumer. Elle serait surtout le moyen pour les fabricants de cigarettes d'attirer encore les clients dans les bureaux de tabac. C'est l'analyse de cet universitaire spécialisé en économie comportementale. Le vapoteur qui essaie de se construire une nouvelle identité de vapoteur, s'il va acheter ses produits dans un bureau de tabac, il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive, qui est que son identité d'ancien fumeur, en fait, va le rattraper et va empiéter sur son identité de vapoteur qu'il essaie de construire. En 2016, tous les pays de l'Union devront appliquer la directive européenne des produits du tabac. La France va déjà plus loin en interdisant de vapoter dans les espaces publics. Elle fixera dans quelques semaines le coût d'homologation pour les liquides. Alors notre santé est-elle à la merci de ces grands groupes du médicament ou du tabac? J'ai posé la question à un spécialiste, un ancien ministre de la Santé. Claude Évin, auteur de la célèbre loi qui porte son nom. Grâce à lui, ou à cause de lui, les Français boivent moins et fument moins. Il est bon? Très très bon. Bonjour Monsieur Évin, comment allez-vous? Très bien. Content de vous retrouver. Venez, je vous ai préparé un petit cadre. Voilà, vous mettez ici, dans les marques, juste en face de moi. Je dois pouvoir vous toucher. Vous avez la Légion d'honneur, vous, hein? Moi non, pas encore.
Ça viendra, ça viendra. Je suis pas sûr. Vous allez bien? Ça va très bien. Et alors, on vous connaît, Evin, c'est un monsieur que j'ai en face de moi, mais pour plein de gens, c'est qu'une loi. Quand les gens vous rencontrent, vous dites Monsieur Evin, ils disent « Ah, c'est bien ce que vous avez fait » ou ils disent « Oh, vous nous avez vraiment embêtés dans notre vie quotidienne ». Non. En général, ils disent plutôt que c'est bien. Lorsqu'on m'en parle, c'est beaucoup plus d'ailleurs sur le volet tabac que sur le volet alcool. On va sans doute y revenir, mais sur le volet alcool, ce qui fait polémique, c'est la question de la publicité. Mais l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, parce qu'on dit toujours les lieux publics, mais ce sont les lieux à usage collectif, c'est-à-dire y compris les lieux de travail, qui ne sont pas nécessairement des lieux publics, c'est aussi réglementé. Aujourd'hui, les jeunes qui sont ici derrière les caméras ne fument pas dans les lieux publics, ils ont l'habitude, ils sont sages, ils sont obéissants. Moi, les vieux, vous voyez, moi j'ai arrêté de fumer, mais j'ai ça. Vous savez ce que c'est, ça? Oui, une cigarette électronique, enfin ça ressemble, oui. J'ai encore le droit de la fumer ici. Bientôt, j'aurai plus le droit. Non. Vous trouvez ça bien que j'ai plus le droit d'essayer d'arrêter de fumer? Attendez. Que vous ayez envie et que vous décidiez d'arrêter de fumer et que pour arrêter de fumer, vous ayez recours à la cigarette électronique, ça c'est tout à fait possible. Mais réfléchissez un peu. On interdit de fumer la cigarette, la pipe, le tabac dans des lieux de travail, dans des lieux à usage collectif. Il n'y a aucune raison, et c'est une histoire de comportement, il n'y a aucune raison que sur les mêmes lieux, que vous vous trouviez à une salle de restaurant où vous êtes fumeur de tabac, vous n'ayez pas le droit de fumer, et qu'à côté de vous, quelqu'un qui a une cigarette électronique a la possibilité de l'utiliser. Au niveau des comportements... Pourquoi? Mais parce que... C'est pas nocif. C'est pas un problème de nocivité, quoique, attendez. Parce qu'il y a un certain nombre de produits que l'on voit maintenant dans les cigarettes électroniques qui, effectivement, posent un certain nombre de problèmes de santé. En Grande-Bretagne, il y a une étude qui a dit que c'était pas toxique et que c'était à 95% moins dangereux qu'une cigarette. Pas le sujet. Et David Cameron, il dit formidable, on accepte ça. En France, on est encore en train de dire non, on va vous interdire, vous n'aurez pas le droit de faire ça, on va vendre ça dans les pharmacies, ah non, peut-être dans les tabacs, on va voir, enfin bon. Bon. Mais ce n'est pas le sujet concernant la possibilité d'utiliser la cigarette électronique à côté de quelqu'un qui a décidé d'arrêter de fumer. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce paquet blanc, cette marque blanche? On ne va plus avoir marqué sur le paquet la marque du cigarettier. C'est bien ça? Pourquoi pas? À titre personnel, je pense que ce n'est pas absolument déterminant pour permettre à un fumeur d'arrêter de fumer. Je crois que ce qui est déterminant, c'est le prix. Et c'est le prix. Et qu'il est souhaitable qu'il y ait une augmentation importante du prix, non pas progressive. Les dernières augmentations, c'est 2002-2003, et on a vu une baisse de la consommation de tabac à ce moment-là. Ce qui est déterminant, c'est qu'il y ait un électrochoc qui permette effectivement aux fumeurs de pouvoir changer son propre comportement. Vous préconisez à 10 € le paquet, donc une augmentation de l'ordre de 3 €, quelque chose d'assez massif. Il y a des relations avec des lobbies qui pourraient influencer, vous pensez? Et les lobbies, vous venez vous voir aussi. Et ils sont pas beaux. Oui, alors tout à fait, mais c'est bon, ce qui est normal. Je veux dire, moi, les lobbies, c'est quoi? C'est effectivement des intérêts économiques, et il y a des intérêts économiques. Il y a des salariés qui dépendent de l'activité de production de tabac. Il y a une activité économique derrière. Donc je pense qu'elle est respectable. Simplement, il y a des choix qui sont à faire à un moment. C'est-à-dire que si on considère, et moi je considère, et c'est quand même plutôt admis, que le tabac génère près de 50 000 décès chaque année directement liés à cette consommation dans notre pays, que c'est donc un problème de santé publique, et donc qu'on doit protéger la santé publique. Et ça rapporte de l'argent, non? 14 milliards. Ça rapporte à peu près, effectivement, 14 milliards d'euros au budget de l'État chaque année, les taxes qui sont liées à la vente de tabac, mais la consommation de tabac, les effets sur la santé, ça coûte de l'ordre de 45 à 50 milliards d'euros pour la seule sécurité sociale. Donc l'État a intérêt à réduire la consommation de tabac parce que ça lui rapporte moins que ce que ça lui coûte. La difficulté, si vous voulez, la difficulté dans ce genre de décision, c'est entre l'intérêt immédiat et l'intérêt à long terme. Parce qu'effectivement, immédiatement, ça rapporte en taxes. Sauf que si on prend des mesures de santé publique qui limitent la consommation, l'effet, en effet, sur la sécurité sociale sera à échéance de quelques années. Quand ils seront plus au pouvoir. Voilà. Quand on travaille sur les questions de santé, on travaille effectivement à moyen et long terme. D'accord. Revenons sur les grandes sociétés, parce que c'est l'objet de notre enquête dans Vox Pop aujourd'hui. En gros, il y a compétition entre le lobby pharmaceutique et le lobby des tabacs. A priori, les tabacs, ils ont plutôt gagné, puisqu'on considère que
La cigarette électronique, aujourd'hui, ça dépend, c'est un produit du tabac. Vous trouvez ça normal? C'est pas un produit, ça peut pas être un médicament? Non, mais autant je considère que ça peut être un substitut pour éviter de fumer, autant on ne peut pas considérer que ce type de produit soit comparable à un médicament. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui défendent le vapotage ludique, de plaisir, c'est une communauté. C'est des gens qui fabriquent, des gens qui consomment, c'est des artisans qui fabriquent. Ils ne veulent pas de monopole, ils ne veulent pas que ce soit organisé par les multinationales qui vont en faire de l'argent. Oui, ce qui n'empêche pas les multinationales quand même de s'intéresser à ce produit et y compris de trouver là qu'il y a des débouchés lorsqu'il y a une diminution de la consommation de tabac et donc de la production de tabac. C'est aussi pour Philip Morris ou pour d'autres producteurs de tabac et vendeurs de tabac, si je puis dire, c'est aussi un substitut, oui, si je puis donc dire. ils veulent prendre le marché. Il y a une baisse de vente des cigarettes et une hausse de vente des cigarettes électroniques. Donc ce marché qui est un peu en ce moment en errance, les multinationales veulent le récupérer. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait une diminution de la consommation de tabac, et donc ce subterfuge, si je puis dire, permettre la diminution de la consommation de tabac, me convient. Que pour autant on considère que ce subterfuge, la cigarette électronique, règle tous les problèmes, non.